L'invité de ce Smart Impact depuis la REF 2025 à Roland-Garros, c'est Florence Loup, la DG de Dio CSI Corporate Solutions. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2024, plus de 7000 collaborateurs dans le monde. Et une question pour poser un peu le décor, vous êtes présent dans combien de pays ? Alors aujourd'hui, Dio CSI, nous accompagnons nos clients chefs d'entreprise dans plus de 165 pays. Nous sommes directement présents en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et nous continuons à travailler notre empreinte locale. Notre ambition, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, pro, PME, ETI, mais aussi grands comptes. Nous sommes le premier courtier du CAC 40 pour tous leurs risques et partout de par le monde. Donc partout dans le monde, votre premier marché, c'est quand même l'Europe ou pas forcément ? Bien sûr, et c'est surtout notre ambition, c'est-à-dire de bâtir avec Dio CSI un leader européen d'envergure mondiale. Ouais. Avec une question qui est évidemment centrale dès qu'on parle d'assurance, et c'est pas la première fois dans cette émission, c'est le changement climatique qui s'accompagne d'une multiplication d'épisodes climatiques extrêmes que vous devez assurer. Est-ce que ça veut dire que le modèle économique de l'assurance est en péril ? En tout cas, le modèle économique de l'assurance est en changement. Vous le disiez, multiplication des événements climatiques extrêmes. On peut penser au feu en Californie en début d'année, au feu en Europe pendant l'été, aux températures extrêmes, plus de 50 degrés enregistrés aux Émirats Arabes Unis, en Turquie il y a encore quelques semaines, mais aussi la multiplication des petits risques du quotidien, les événements de grêle, etc., qui fragilisent les chefs d'entreprise et qui posent question aux assureurs. Et donc finalement, ce sujet du changement climatique, il est clé pour nous, entre des clients qui se posent des questions sur comment préserver leur activité pour demain et des assureurs pour qui effectivement le risque réalise vraiment un changement de paradigme assez massif. Est-ce que, alors c'est une question qui peut être une question collective mais qui est particulièrement intéressante pour le monde de l'assurance. Est-ce qu'on a sous-estimé finalement le coût de ces épisodes climatiques ? Parce qu'il y avait des prévisions qui ont été faites il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et évidemment, vous avez tenté d'anticiper sur ce que coûteraient les risques climatiques. Est-ce qu'on l'a un peu sous-estimé ? Au-delà de sous-estimer, je pense que c'est la façon de compter, de voir l'évolution des choses qui changent. L'assurance a toujours été un monde où on regarde derrière, on regarde les tendances et on prédit l'avenir. Ça, à l'aube du changement climatique, ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus pour 3 raisons. Déjà, le changement climatique, il est évolutif, mais il est inertiel. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse aujourd'hui, la trajectoire, elle est déjà partiellement écrite. Le second sujet, c'est que vous le disiez, il y a des événements climatiques majeurs à certains endroits, mais leur impact, il est systémique. Une usine qui brûle en Inde, c'est potentiellement le marché de l'industrie auto qui va manquer de pare-chocs pendant 18 mois. Et donc ça, c'est un changement aussi très différent à appréhender pour les assureurs. Et puis enfin, c'est une évolution qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que dans le changement climatique, il y a des effets de seuil qui impliquent des changements brutaux et très difficiles à anticiper. Ouais. Alors on va évidemment longuement parler de ce modèle de l'assurance et puis des services que vous proposez à vos clients, aux chefs d'entreprise. Mais il y a quand même un événement majeur pour l'entreprise, c'est le fonds d'investissement Ardian qui devient l'actionnaire principal de Dio CSI. C'est tout simplement la plus grosse opération française de private equity depuis le début de l'année. À quel point c'est un virage important. Simplement en écoutant ce que je viens de dire, on comprend que c'est un virage important, mais pour vous de l'intérieur, à quel point c'est un virage important ? Alors Dio CSI est et demeure un groupe indépendant. La famille Burrus ainsi que le management ensemble, nous sommes majoritaires dans le capital de Dio CSI et c'est ce qui nous permet de garder notre colonne vertébrale et de bâtir notre projet d'entreprise. L'arrivée d'Ardian à nos côtés, c'est une formidable nouvelle pour nous parce qu'elle va nous permettre de pouvoir continuer à bâtir notre feuille de route, à nous doter toujours de nouveaux pays, de nouvelles compétences pour toujours mieux accompagner nos chefs d'entreprise et bâtir un champion européen d'envergure mondiale du courtage. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une nouvelle stratégie, c'est une continuation de la stratégie mise en place, mais avec plus de moyens ? On peut dire ça comme ça ? Absolument. Et tous les talents autour de la table pour nous y accompagner et accélérer encore dans ce monde en mutation. Alors, je voudrais bien que vous nous expliquiez les services, comment vous évaluez les risques ? Un chef d'entreprise vient vous voir et dit bon, ok, je sais qu'il y a de plus en plus d'épisodes climatiques. Comment je m'assure ? Comment vous évaluez les risques pour vos clients ? Avec quels outils ? La première étape, c'est la cartographie des risques. Ce risque nouveau du changement climatique, il doit être déjà appréhendé. Donc ce qu'on fait déjà, c'est des accompagnements de nos chefs d'entreprise pour identifier les risques. Les risques du climat, lesquels sont-elles pour les entreprises ? Mais auxquels sont-ils les plus vulnérables ? Une entreprise peut être soumise aux vagues de chaleur, mais pour certaines, ça veut dire fermer une usine 3 jours. Pour d'autres, c'est sans impact. Donc on va travailler sur ce sujet de vulnérabilité, de
dimensionnement et après on va scénariser les choses en se disant, par exemple, en fonction des scénarios du GIEC, à horizon 15 ans, en fonction des scénarios, plus 2,5, plus 3,5 de température, ça donne quoi? Et est-ce que le risque, il est toujours soutenable pour l'entreprise? Le second sujet, c'est aussi les risques de transition. C'est-à-dire cette transition climatique, elle va apporter de nouveaux risques, mais aussi de nouvelles opportunités. Et donc là encore, aux côtés du chef d'entreprise, notre objectif, c'est de cartographier ça. Est-ce qu'une évolution de réglementation peut mettre à mal le business model d'une entreprise? Est-ce que les nouveaux comportements des consommateurs peuvent être soit un risque, soit au contraire une opportunité pour conquérir de nouveaux marchés? Avec ce qu'on appelle notamment les solutions d'assurance paramétrique. Alors on en a déjà parlé dans l'émission, mais tout le monde ne connaît pas forcément la subtilité. Qu'est-ce que ça change, les solutions d'assurance paramétrique? Alors déjà, la cartographie des risques, c'est vraiment l'étape préalable. Et c'est vraiment la base à pouvoir faire la suite. Et la suite, ça passe bien sûr par l'assurance, et j'y viendrai dans un instant, mais ça passe d'abord par la feuille de route d'adaptation de l'entreprise. L'adaptation, c'est d'abord de la prévention. C'est les comportements humains du quotidien face à une réalité un petit peu différente. C'est de l'adaptation au travers de la technique, les techniques de construction qui vont permettre d'être plus résilients à certains événements. La technique de la nature aussi, c'est la revégétalisation, c'est l'adaptation des semences, mais c'est aussi toutes les nouvelles technologies qui ne sont pas forcément chères et qui sont à la disposition des entreprises pour les prévenir plus en amont ou mieux les préparer à ces événements. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est là qu'on a tous les atouts pour travailler avec les assureurs. Et effectivement, au-delà de l'assurance classique, il y a de nouvelles formes d'assurance, dont paramétrique, c'est-à-dire une assurance qui va déclencher une indemnité en fonction de l'avènement ou pas d'un indice. Ça peut être une température à un endroit donné, une hauteur de vague, un manque d'enneigement. Est-ce que vous voyez déjà des décisions stratégiques mises en œuvre par vos clients basées finalement sur cette cartographie des risques que vous leur proposez, c'est-à-dire des sites qui vont fermer ou qui vont construire ailleurs, etc., etc. Bien sûr, fort de ces cartographies, nous intervenons de plus en plus dans les COMEX des groupes pour présenter ces cartographies, confronter les points de vue. Et ces cartographies, souvent, s'accompagnent de plans d'OPEX, de CAPEX, d'investissement pour l'avenir. Et donc, effectivement, l'avenir d'un site industriel qui va être proche des côtes, très lié à certains événements climatiques, va pas forcément être privilégié et plutôt travailler sur un autre. Donc tout ça, ça implique les conditions d'investissement des entreprises à l'avenir. Est-ce qu'il faut encore, je ne sais pas quel terme employer, mais je veux dire évangéliser, c'est-à-dire est-ce qu'il faut encore convaincre parfois ou plus du tout? Est-ce que vous avez le sentiment que cette étape, elle est derrière nous, des arguments à trouver pour convaincre un COMEX ou un chef d'entreprise? Il y a probablement deux choses, c'est-à-dire il y a la réalité du changement climatique et il y a la vitesse de l'adaptation. Voilà. Et effectivement, le chef d'entreprise, pour lui en particulier, dans le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, des investissements supplémentaires pour un bénéfice dans quelques dizaines d'années, c'est compliqué. Donc effectivement, il y a un dialogue, mais c'est un sain dialogue. Mais aussi une entreprise, sa première envie, c'est de se préserver pour l'avenir et préserver son business model, c'est être résiliente à tous ces mouvements-là. Et c'est aussi sa capacité d'attirer les talents. Et une entreprise qui ne se soucie pas de ces sujets-là aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'attirera pas de talents. Oui, parce que vous assurez aussi le capital humain, les salariés des entreprises, pas seulement les sites, les locaux, j'imagine. Absolument, nous couvrons les risques à 360 degrés pour les entreprises. Et puis dernière chose, on parle toujours des risques liés au climat, mais il y a aussi des opportunités. Allons-y, liées au climat. Vive le discours positif, dites-nous. Mais toutes les innovations que réalisent nos entreprises, parce que accompagner les entreprises face au changement climatique, c'est aussi convaincre les assureurs d'assurer toutes ces innovations climatiques. Parlons de choses basiques, les panneaux photovoltaïques. D'accord, ça paraît basique comme ça. Aujourd'hui, assurer certaines installations de panneaux photovoltaïques, c'est encore un défi technologique majeur. C'est compliqué pour les pompiers d'intervenir quand ces panneaux prennent feu, etc. Et donc tout ça, on a de formidables technologies en France. Il faut qu'on continue le travail pour les implanter et sécuriser leur couverture assurantielle. Alors je vous posais la question de la réception, de l'évangélisation, parce que c'est vrai qu'on est dans un climat de backlash, de retour en arrière, que ce soit aux États-Unis bien sûr, mais en Europe aussi. On voit que les ambitions affichées par l'Europe, notamment sur le bilan extra-financier, sur la CSRD, bon, il y a un retour en arrière qui est réel. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous dites qu'il y avait un besoin de simplification? Les 800 pages de la CSRD, c'était quand même trop compliqué, ou qu'on est en train de dangereusement jouer avec le risque climatique futur? Comment vous réagissez face à ça?
Alors soyons honnêtes, c'est vrai que la CSRD a été un élan majeur pour inciter les entreprises à faire une cartographie de risque, avec comme objectif de fournir ce reporting. La CSRD, elle est en place pour la première tranche des entreprises. Elle est décalée il y a un décalage pour les autres. Est-ce que ça a arrêté les choses? Ça a probablement freiné la mise en place des plans, en particulier dans le contexte économique et géopolitique actuel. Néanmoins, ça a aussi un effet vertueux, c'est-à-dire que plutôt que d'en faire un outil pour faire un rapport, on en fait un outil pour s'adapter, se transformer et réfléchir sur l'avenir. Donc en ce sens, il y a aussi un effet bénéfique à cette inversement de tendance. Mais je vais un peu plus loin parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans les allées de la REF. Il y a des chefs d'entreprise qui disent mais nous on avait défini un cap, on ne va pas changer de cap parce que il y a eu des élections aux États-Unis ou les élections européennes. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Est-ce que vos clients sont majoritairement dans cet état d'esprit? Oui, modulo les impacts de l'évolution du coût de l'énergie, etc., qui peuvent remettre en question. Oui, il y a des principes de réalité qui font qu'il y a un moment, on n'a plus les moyens de ces investissements. Exactement, on change ces investissements et c'est l'objectif d'une feuille de route. Un point peut-être supplémentaire qu'on verra poindre dans les mois à venir, c'est l'évolution du cadre juridique turbulent de cette transition climatique. Parce qu'aux États-Unis, vous le soulignez, le cadre a changé, les attentes de l'État fédéral l'ont également changé. A contrario, on a toujours autant d'associations locales qui vont aller réclamer contre les entreprises, les collectivités pour inaction climatique. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner le chef d'entreprise à trouver le juste barycentre entre cette trajectoire dans la transition climatique et un environnement réglementaire un peu mouvant en ce moment. Oui, effectivement. Merci beaucoup Florence Loup et bonne REF 2025. À bientôt sur Be Smart for Change. Merci beaucoup. On passe tout de suite à notre débat, le mécénat de compétences en question.